On va demander à Philippe de donner son sentiment sur la loi d'août 2021. C'est un point d'aboutissement d'un processus tout à la fois social et juridique qui s'est construit déjà depuis les années 90. Nous sommes confrontés depuis lors, me semble-t-il, à un phénomène qui, sur le moyen terme, a bouleversé notre société, c'est la transformation des paysages religieux. On ne peut jamais parler de laïcité sans le mettre en rapport avec ce contre quoi, très souvent, elle s'est constituée, c'est-à-dire contre la dogmatique religieuse. Dans les années 1970-1980, la question laïque s'affadit, elle n'est plus au cœur de la problématique politique, tout simplement parce que l'adversaire contre lequel la laïcité s'était instituée a perdu de sa superbe. A perdu de sa superbe au plan quantitatif. On voit qu'à partir des années 50, avec un mouvement qui aujourd'hui prend des allures tout à fait catastrophiques pour l'institution en question, on voit qu'à partir des années 1950, l'Église est frappée frontalement par un processus très, très lourd de sécularisation. Et c'est un des éléments qui permet d'expliquer pourquoi la laïcité perd de son intérêt dans le débat public. Deuxième remarque, c'est que le catholicisme, à partir de Vatican II, développe une critique de la modernité, mais une critique interne de la modernité, et non pas, comme c'était le cas auparavant, une critique exogène visant à en transformer totalement les principes. Quand on lit Pie X, dont nous parlions ce matin, on s'aperçoit que le monde de Pie X, c'est un monde qui est antidémocratique. Le monde de Jean XXIII, le monde de Paul VI, est un monde où l'on critique la modernité, mais de l'intérieur d'elle-même, en acceptant la démocratie constitutionnelle. Tout cela conduit les laïcs, évidemment, à baisser la garde. Nous n'avons plus d'adversaires. Nous pouvons finalement construire notre propre projet sans nous investir de manière aussi intense que nous le faisions auparavant. Il se trouve qu'à partir des années 1980, les paysages changent, et les paysages changent par l'installation d'une population qui apparaît comme étant porteuse d'un nouveau récit religieux, et d'un récit religieux qui, pour une partie de ceux qui le portent, est un récit fondamentaliste, pouvant déboucher éventuellement, et les médias vont mettre cela en évidence, comme les acteurs politiques, de manière très nette, l'islam. L'islam qui, de plus en plus, gagne des parts du marché religieux, au point, aujourd'hui, il y a une enquête de l'INED qui vient de sortir en la matière, de représenter, non pas comme je l'écrivais il y a encore 3 ans avec d'autres, 6% de la population globale, mais cette enquête de l'INED nous montre qu'on est aux alentours de 9%, avec, au sein de la population musulmane, des pratiquants et des croyants qui, en proportion, sont bien plus importants que dans les autres mondes religieux. Tout cela avec une force en particulier du côté des jeunes générations, 18-34 ans, qui ont des pratiques bien plus effusives, bien plus démonstratives, bien plus intenses que la génération de leurs parents et de leurs grands-parents. Tout cela trouble évidemment les paysages existants, d'autant que les choses s'accompagnent d'une campagne d'attentats qui, à chaque fois qu'ils se déroulent, produisent dans la société française des réactions qui sont très claires, qui se traduisent par une montée en puissance à la fois du tropisme de la sécurité et parallèlement du tropisme de la laïcité apparaissant comme l'instrument idéal d'une sécurité retrouvée. Et ça, on le voit bien dans les enquêtes lexicométriques, si vous voulez. Quand on étudie les discours politiques, on s'aperçoit qu'à chaque fois que vous avez un attentat, vous avez une montée du concept de sécurité et du vocable de laïcité. C'est le cas en 1995, c'est le cas en 1998, c'est le cas a fortiori en 2000. Je parle aussi en 2006 de la gare d'Atocha à Madrid. Puis évidemment, les attentats du Bataclan provoquent à chaque fois une activation de la parole publique autour des deux thèmes étroitement liés, sécurité,
laïcité, et j'en ajoute un troisième que montrent très bien les études de lexicométrie, identité nationale, essentiellement. Nous sommes dans un monde qui est un monde qui se recompose autour d'un sentiment de peur face à ce qui vient troubler, un consensus assez apaisé au fond, déchiré seulement par les débats idéologico-politiques à propos de la question sociale et qui animait les années 1960-1970 lorsque le marxisme était l'idéologie de contestation du capitalisme, de la société libérale avancée de Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous voyez que nous sommes là dans un monde qui s'est recomposé avec la présence d'une religion qui apparaît comme étant de plus en plus attestataire, de plus en plus démonstrative, de plus en plus effusive. Dans un premier temps, la sphère intellectuelle, c'est le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, finalement, sur le fondement de ce qui s'était passé dans les années 1970-1980, considère que cette effusion religieuse fait partie d'une différence acceptable. Le Parti socialiste défend l'idée de la nation. La nation apparaît dans les discours de l'époque. Le Parti socialiste ne parle pas seulement de l'Europe. Mais quand il parle de la nation, ça n'est pas du tout sur un mode rétracté. Ce n'est pas du tout sur le mode de la valorisation de l'homogène. Ce qui fait la nation française, dit le Parti socialiste de cette époque-là, qui est la force montante, c'est précisément la différence. L'accueil de la diversité, avec un point d'orgue, vous vous en souvenez, en 1989, avec la fameuse manifestation des Champs-Élysées, organisée par Jean-Paul Goude, qui présente une France qui, à travers son défilé, donne à voir le chatoiement de sa diversité. Pendant quelque temps, c'est cette idée-là qui marque le monde intellectuel. Et un certain nombre de penseurs, je pense à Michel Vievorka par exemple, à Alain Touraine, je pense à François Dubay aussi, toute cette école qui se construit autour de l'école des hautes études en sciences sociales, bientôt rejoint par Jean Bobéro, spécialiste de la laïcité, participe de cette idée qu'il faut accepter la différence, que ce qui est beau, c'est précisément le multiple. Ce modèle-là, il vaut dans les années 70-80, il vaut encore dans les années 1990, et l'on voit un certain nombre d'acteurs politiques, je pense à Lionel Jospin par exemple, relayer au sein du Parti socialiste, dans les années 1990, cette vision-là des choses. Mais déjà, ce monde-là, cette façon de penser la diversité se trouve bousculée par d'autres discours qui apparaissent au début des années 1990 comme étant minoritaires au sein de la scène intellectuelle, mais qui vont très rapidement, à la faveur précisément des transformations de l'opinion publique, à la faveur de la montée en puissance de l'extrême droite et d'une droite qui se radicalise aussi sur cette question-là, qui vont bientôt, ces discours de réaction à l'idéologie diversitaire, prendre de plus en plus de poids dans la société intellectuelle française. En novembre 1989, dans une tribune du Nouvel Observateur, Madame Badinter, Catherine Kinsler, Alain Finkielkraut, Régis Debray et Élisabeth de Fontenay prendre la parole dans le cadre d'un article dont le titre en lui-même est significatif, « Prof, ne capitulez pas ». Prof, ne capitulez pas, il y a un danger. Notre identité républicaine se trouve remise en cause par un modèle qui est porté par une façon anglo-saxonne d'envisager le monde. Nous sommes des républicains, nous refusons le modèle démocrate. Ces jeunes filles qui portent le voile ne sont rien d'autre que les fers de lance d'une offensive contre le modèle laïque. Le modèle laïque fait la France. Nous ne pouvons accepter de regarder cette offensive avec les yeux d'un intellectuel anglo-saxon. Alors, vous voyez que se mêle ici à la fois une idée très traditionnelle en France qui remonte au XVIIIe siècle de rejet de l'Amérique. Et puis parallèlement, l'affirmation sur le plan positif de ce qui fait l'identité française, l'universel,
que viendrait bousculer l'affirmation des différences portées par des jeunes filles qui, au-delà de leur voile, manifestent en somme une offensive qui serait une offensive du religieux contre ce que Kinsler et Elisabeth Badinter désignent comme étant le propre de la République française, le culte de la raison. Le mot raison apparaît à 3 reprises dans l'article du Nouvel Observateur. Ce discours-là, il va prendre de plus en plus d'importance à mesure que la société se tend, à mesure aussi que des discours dans la classe politique viennent le relayer. Discours qui viennent de la droite du Front National, mais qui intervient avec un temps de retard par rapport à la droite qu'on pourrait appeler chiracienne ou modérée, qui s'empare du thème de la laïcité dès 1995 de manière très, très affirmée. Et puis, davantage encore, on a parlé avec Pierre l'autre jour, à partir de 2003, dans un rapport fameux intitulé « Pour une nouvelle laïcité », produit par un jeune député de l'Aube, François Baroin. Et François Baroin, en 2003, change la donne en disant « Vous savez, la laïcité était une valeur de gauche. Nous devons désormais rapatrier la laïcité du côté de la droite classique, en faisant un instrument de défense de la sécurité nationale, d'affirmation de l'identité française contre tout ce qui peut remettre en cause, et il opère une association très intéressante, contre tout ce qui peut remettre en cause notre héritage rationaliste et notre héritage chrétien. Et vous voyez que se construit alors un discours qui frappe par le fait, précisément, qu'il surfe sur les aspirations de l'opinion publique. L'opinion publique, c'est à la fois l'affirmation d'une raison autonome, je suis libre de ma propre vie, mais l'insertion dans un patrimoine venu des siècles de chrétienté. Les deux se trouvant rassemblés dans ce discours de François Baroin, reçu bientôt par la droite et qui va faire son office jusqu'en 2023. Là se trouve, au fond, l'arrière-plan de la loi séparatisme. Cette idée que nous ne pouvons plus vivre sous le dogme de la différence, que nous devons affirmer une unité qui trouverait son principe dans l'affirmation d'une fidélité à la philosophie des Lumières, elle-même trouvant son origine dans la philosophie chrétienne antérieure. D'où la grande expression sur laquelle j'ai essayé de travailler au cours de la dernière période, des racines chrétiennes de la France, qu'on voit émerger de manière très nette dans les années 2010 et qui n'a cessé depuis lors d'habiter le discours de nos acteurs politiques. C'est tout à fait intéressant parce que, vous voyez, au XIXe siècle, on opposait d'un côté les racines chrétiennes de la France et puis de l'autre, la philosophie des Lumières. Et aujourd'hui, le discours, tenu par la droite mais avec des effets de halo sur la gauche, associe les deux réalités. Nous sommes à la fois des enfants des Lumières mais aussi des enfants du christianisme. Dans les deux cas, se produit évidemment une organisation idéologique, une organisation thématique qui rejette de l'autre côté de la frontière de l'acceptable l'islam, qui vient perturber tout à la fois notre raison autonome et nos racines chrétiennes. Ce discours-là, il est tout à fait essentiel pour comprendre d'où vient la loi sur le séparatisme. Bien sûr, il y a une situation qui est difficile, mais une situation qui est difficile et qui est en même temps construite par le discours sur le communautarisme, une origine qui remonte à la Révolution française, mais qui se développe à travers l'invention même du terme communautarisme au début des années 90, mais une situation qui se trouve également construite par des discours qui visent souvent, en n'utilisant pas les instruments d'analyse de la sociologie, de la science politique, de l'anthropologie, à considérer comme un fait global, général, des phénomènes qui valent dans certains quartiers. Et dont on va s'emparer pour imposer à la société tout entière des mesures qui ne vaudraient, en bonne logique, que pour les quelques cas particuliers où se produisent des phénomènes de communautarisme sectaire dangereux pour le vivre ensemble local.
ce discours-là, dans un premier temps, Emmanuel Macron lui résiste. Il lui résiste dans un certain nombre de textes, et notamment dans son ouvrage de 2017, qui s'intitule « Révolution ». Quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit qu'il y avait là une rupture très claire et qu'on retrouvait, avec Emmanuel Macron, une laïcité de nature libérale. Les choses vont durer à peu près 1 an. Pendant 1 an, il demeure attaché à ce discours-là. Et puis au bout d'1 an, les choses basculent. Et on entre alors dans une autre logique dont on arrive à suivre le parcours à travers un certain nombre de projets de loi qu'on a oubliés aujourd'hui, mais qui sont déjà à l'ordre du jour en 2018. En 2018, déjà, vous avez un projet qui est un projet préparatoire de ce qui va se passer en 2021. À ce moment-là, les choses basculent et l'on attend alors une transformation, une reconfiguration très significative de la loi de 1905. Le temps du Covid fait son œuvre, on oublie le projet, mais très vite, 2 discours interviennent. Le discours de Mulhouse, assez modéré, mais tout de même désignant un nouvel horizon de sens, et puis le discours des Mureaux. Je me souviens encore du lieu où je l'ai entendu, et je me suis dit, mais je n'y crois pas. Il est en train de remettre en cause tout l'acquis de la loi de 1905. Il faudrait ensuite suivre le processus d'élaboration de cette loi. Vous savez qu'elle va donner lieu à toute une série d'interventions d'acteurs dont nous avons parlé au cours de la journée. Le Conseil d'État, les associations de défense des droits de l'homme, un certain nombre d'intellectuels se trouvent interrogés par les ministres, se trouvent interrogés par les groupes politiques, se trouvent interrogés par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et au bout du compte, nous nous trouvons confrontés à l'adoption de la loi du 24 août 2021 qui va être suivie par des décrets en décembre de la même année. Des décrets qui interviennent très rapidement. Vous savez que la loi sur la contraception en 1967 de Lucien Neuwirth, elle a eu ses derniers décrets d'application en 1971 et ses premiers décrets d'application en 1969. Là, on avait pris le temps. Il ne fallait pas bouleverser la moralité existante. Aujourd'hui, les décrets d'application interviennent 5 mois après la promulgation de la loi du 24 août 2021. Cette loi, elle vient bouleverser assez significativement la configuration générale de notre monde laïque. La bouleverse d'abord par les valeurs qui viennent la fonder. Elle parle d'entrisme communautariste, elle parle de séparatisme, et surtout, elle nous dit la République demande l'adhésion de tous les citoyens aux valeurs qui en composent le corps. Vous voyez qu'il y a 3 mots très importants dans ce que je viens de dire. L'exposé des motifs donnant la signification globale de la loi. Adhésion. Vous vous souvenez de ce que nous disait Pierre ce matin ? Je ne suis pas obligé d'accepter ce que je tolère. Ça, c'est un principe libéral, même si ça vient de Gandhi. En d'autres termes, je peux, dans une société, admettre la pluralité des formes d'existence. On nous dit ici, avec un contrôle seulement a posteriori. Si je mets en péril la loi, je suis sanctionné. Mais là, le contrôle, il a lieu a priori. Je vous demande votre adhésion. Recherche d'une unité préalable. Premier élément. Deuxième élément important, une adhésion aux valeurs. Jacques Chirac avait déjà donné le ton en 2003. Il donne un discours en décembre, 17 fois dans ce discours qui dure 20 minutes, 17 fois, il utilise le mot valeur. Il faudrait là faire la genèse de ce mot valeur.
Il a été beaucoup étudié par les théoriciens du droit, et en particulier par un grand théoricien allemand qui s'appelle Böckenförde. Böckenförde nous dit ce qui caractérise une démocratie libérale, ce n'est pas la valeur, c'est d'abord les principes procéduraux. Vous voyez, que nous ayons tous, les uns et les autres, les mêmes droits, sans que nous soyons contraints, les uns et les autres, de participer aux mêmes valeurs épaisses, aux mêmes valeurs lourdes. Ça vient après. Chacun choisit ses valeurs à partir du moment où il respecte ce fait initial, primordial pour une démocratie libérale. Chacun d'entre nous est libre et égal à tout autre. Arrêtons-nous là, nous dit Böckenförde. Arrêtons-nous là. Ne cherchons pas à nous imposer la même culture sociale, la même culture morale, la même culture matérielle, la même façon de manger, la même façon de se vêtir. Tout cela relève d'autre chose. Laissez à l'autonomie de chacun. Eh bien, cette loi de 2021 fait prévaloir, à travers son vocabulaire, les valeurs sur les principes. La lourdeur sur la minceur de ce qui réunit les êtres dans une société libérale. Et puis enfin, point très intéressant, vous voyez par quoi j'ai terminé la citation? Les citoyens et les valeurs qui en composent le corps. Ici, il faudrait faire une distinction entre deux concepts utilisés par Claude Lefort, qui est un grand théoricien de la démocratie. Il nous dit, mais dans une démocratie, ce qui nous fait, c'est la chair. Vous voyez, nous sommes les uns et les autres des lambeaux d'une chair qui se constitue dans le hasard de la rencontre de ses propres lambeaux constitutifs. Dans les modèles totalisants, on n'utilise pas la métaphore de la chair, on utilise la métaphore du corps. Chacun d'entre nous est le membre d'un corps qui le dépasse et sous la tutelle duquel il construit sa propre existence. Il est déjà intégré dans ce corps et non pas un lambeau vivant de sa propre autonomie. À travers les trois lignes que je vous ai citées, se dit un modèle qui vient bouleverser ce qu'on pourrait imaginer être la philosophie libérale, qui vient le bouleverser à la faveur des mobilisations de l'opinion publique, des mobilisations de certains partis politiques, des mobilisations de certaines officines intellectuelles, comité du printemps républicain par exemple, qui va dans ce sens aussi. Alors, pour de bonnes raisons, il y a sûrement la croyance que nos sociétés sont en train de se déliter, mais qui aboutit au bout du compte par détruire le modèle sur lequel s'est établie la laïcité. Et avec des effets qui sont ensuite des effets très concrets, des effets très matériels, de limitation de l'ordre des libertés, du corpus des droits que la laïcité des années 1880-1910 nous a légué. Premier élément, il y a une remise en cause de la liberté d'instruction que notre République, à travers Jules Ferry, avait élaborée dans sa loi de février 1882. Jules Ferry disait « Il y a trois façons d'instruire les enfants, l'école publique, l'école privée, et l'école à domicile. » La liberté d'enseignement à domicile était soumise jusqu'alors à un simple régime de déclaration. Vous savez que le régime de déclaration, c'est typique de l'ordre libéral. Si je veux organiser une procession, si elle n'est pas traditionnelle, car les processions traditionnelles n'ont même pas besoin en France d'être déclarées. Elles le sont par politesse, mais elles pourraient ne pas l'être. Mais si je veux, à partir de ma propre officine religieuse, organiser une procession à Toulouse, il me suffit de la déclarer. Ensuite, on peut m'opposer des motifs d'ordre public pour me demander de la suspendre. Mais il me suffit de la déclarer. Ça, c'est le libéralisme de la Troisième République. C'était ce régime de déclaration qui s'imposait. Alors, pour ce qui concerne l'éducation à domicile, ce sera désormais un régime d'autorisation.
c'est le recteur qui décidera de la possibilité pour une famille d'éduquer ses enfants à domicile. Alors nous tous qui sommes ici, nous pouvons considérer cela comme étant tout à fait normal, peut-être même sain. Le problème, c'est que nous ne raisonnons pas ici sur la matière concrète. Le problème, c'est que nous raisonnons ici à partir des principes qui viennent bouleverser notre ordre antérieur. Et il n'est jamais, jamais indifférent de substituer un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Marcellin avait voulu le faire en 1971, lorsqu'il s'agissait de soumettre le régime des associations à un régime d'autorisation. Le Conseil constitutionnel lui avait interdit de le faire. C'est donc un premier élément. Deuxième élément, la liberté des associations. Et puis le dernier point, ce serait la liberté des collectivités locales. Liberté des associations, et vous avez vu que sur un certain nombre de points, on exige, pour ce qui concerne les associations cultuelles, le respect d'un certain nombre de règles financières, de règles comptables, de règles d'organisation qui viennent de manière très significative complexifier la gestion des associations religieuses. Le tout se trouvant soumis aujourd'hui, non pas à un régime d'autorisation de la part du préfet, mais à un régime de déclaration surveillée, car on admet désormais une association cultuelle non seulement sur le fondement d'une simple déclaration en préfecture, mais sur le fondement de cette déclaration, à quoi se trouve ajouté l'aval du préfet lui-même. S'ajoutent à cela les contrats d'engagement républicain qui valent pour toutes les associations. Et puis j'ajouterai volontiers un point qu'on voit à l'œuvre dans nos sociétés de manière de plus en plus nette, les limites portées à la liberté des collectivités locales à travers l'invention d'un référé qui n'existait pas auparavant, qui est le référé laïcité, qui permet à un préfet de remettre en cause une décision municipale en exigeant, en demandant à la juridiction administrative de régler le problème dans les meilleurs délais. C'est sur ce terrain que le préfet de Grenoble est intervenu pour suspendre un arrêté qui visait à transformer les règlements de gestion des piscines municipales de Grenoble. Tout cela se traduit, si vous voulez, par une remise en cause de l'autonomie des principes de liberté des collectivités locales, avec, de manière de plus en plus nette, une place très importante dévolue aux administrations déconcentrées de l'État, c'est-à-dire à l'État lui-même, dans la gestion de ce problème auquel il attache une particulière importance, puisque c'est à partir de la laïcité qu'il entend reconstituer le corps de la nation.